Édition spéciale, le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h35, on continue sur cette édition spéciale, la Russie face à l'Ukraine vers une troisième guerre mondiale. C'est la question qu'on peut se poser ce matin avec nos invités. Alexandre Jevakov, bonjour. Merci d'être revenu. Ancien conseiller ministériel, membre de l'Union de la noblesse russe et ancien président du cercle de la marine impériale russe et ancien fonctionnaire, avec ce livre qu'il faut lire de Gaulle à la Russie et la Russie, aux éditions Perrin, qui est pour l'instant en vente dans toutes les bonnes librairies. Et avec nous ce matin, Marek Alter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, écrivain d'origine polonaise, et vos appels 0826 300 300. Vous attend bien entendu au standard. Oui, et auteur de plusieurs livres, et notamment Un monde sans prophète et Une tribune. À tous les deux, c'est vrai que Marek Alter, Alexandre Jevakov, vous étiez dans ce studio il y a 2-3 jours. Hein. Vous ne pensiez pas qu'on pouvait aller jusqu'à... Non, mais c'est ça. Je l'avoue. Oui. Vous ne pensiez pas que Vladimir Poutine pouvait aller jusque-là. Qu'est-ce qui, selon vous, Marek Alter, vous aviez un peu les mêmes arguments également et la même démonstration, hein, je vous ai vu en fait à la télévision. Vous ne pensiez pas non plus que Vladimir Poutine allait déclencher les hostilités aussi rapidement, non ? Non, je ne pensais pas, surtout qu'il m'avait dit il y a un mois, j'étais à Moscou. On a fêté mon anniversaire, 86 ans, c'est pas mal. Oui, et vous êtes toujours en pleine forme. Il m'a dit une phrase qui est sensée. Il a dit, c'est lui qui ne regrette pas l'Union soviétique, un pays qui a pu réunir dans le même rêve 73 ethnies, n'a pas de cœur. Mais c'est lui qui voudrait le reconstituer, reconquérir, n'a pas de tête. Or, il s'est passé quelque chose, ça c'est pour les historiens de trouver les raisons, pourquoi il a perdu la tête. Est-ce qu'ils ont trouvé que les Américains préparaient quelque chose, qui n'est pas impossible. N'est pas impossible. Ouais. Parce que, vous savez, quand on a affaire à quelqu'un, il faut prendre en considération, la première chose, c'est qu'il n'est pas moi. Hein, il est différent. C'est quand Tolstoï a décrit la bataille de Borodino dans La guerre et la paix, il prend comme exemple la bataille de Waterloo de Stendhal, racontée par Fabrice. Mais c'est pas la même chose. Ouais. Un est russe, l'autre est français. Oui, Alexandre Jevakov, sur ce que dit à l'instant Marek Alter. Marek Alter dire que, de son point de vue, Poutine a perdu la tête. Je crains qu'il n'ait pas perdu la tête. Je crains qu'on le traite de fou, de paranoïaque. Je crains qu'en fait, il ait une rationalité qui, là, je suis d'accord avec vous, qui est très différente de la nôtre, mais je crains qu'il ait une rationalité. Sa rationalité, elle est, de mon point de vue, double. Elle est à la fois historique, même si, encore une fois, l'historicité à la manière de Vladimir Poutine n'est pas la nôtre, mais effectivement, c'est cette reconstitution d'une histoire russe dans laquelle l'Ukraine et la Russie sont liées. Et la deuxième, c'est cette crainte, justifiée ou non, que l'Ukraine soit utilisée par les adversaires de la Russie comme une menace. Et c'est cette rationalité qui, à mon avis, l'a conduit à ce qu'il a fait. Est-ce qu'elle est immédiate ? Est-ce qu'elle est depuis quelques semaines, depuis quelques mois ? Ou est-ce que déjà, ce qui s'est passé en Géorgie en 2008, voire ce qui s'est passé en Transnistrie dans les années 90, à la Transnistrie, partie de côté de la Moldavie, est-ce que c'est effectivement toute cette logique-là qu'on retrouve aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Effectivement, comme vous le dites, un jour peut-être les historiens trouveront les bonnes archives, mais c'est la question qui effectivement est, à mon avis, la bonne. Marek Alter, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce que vient de dire Alexandre Jevakov ? C'est-à-dire que, oui, c'est pas forcément de la folie, c'est-à-dire qu'il est rationnel par rapport en fait à, entre guillemets, à son pays et ce que lui imagine, quoi, c'est-à-dire de ne pas être complètement encerclé par notamment l'OTAN. C'est ce que l'on dit en fait beaucoup. Il y a deux analyses face à un événement comme celle-ci. D'abord, bien sûr, c'est les rejets de la guerre, parce que quand on verra les premières morts, les enfants... ça commence déjà, dans les hôpitaux, on va pleurer. C'est-à-dire, quel que soit, ça on connaît, mais on n'a pas connu ça en Europe depuis... La grande guerre, et je me souviens... Alors on avait connu quand même le Kosovo, tout de même. On a eu quand même la guerre en fait, dans l'ex-Yougoslavie. Mais ce que vous venez de dire, c'est important. L'OTAN était intervenue au Kosovo. Oui, c'est vrai. Et qui n'avait pas à intervenir. Oui. Mais, bon, il y avait des gens qui criaient, il fallait intervenir. Comme aujourd'hui, il y a ceux qui crient, il faut intervenir, etc. Oui, on aurait pu, au lieu de se réunir à Bruxelles... Si on prenait 1000 avions,
de l'Occident, hein, et on les lance pas pour bombarder. Dans les ciels de l'Ukraine, on couvre les ciels de l'Ukraine pour protéger les Ukrainiens, la guerre s'arrête. Parce que Poutine, tout fou il est, ou il n'est pas fou, il n'est pas fou. Vous avez tout à fait raison. Il n'est pas fou, c'est quelqu'un de très malin. Oui, il n'aurait pas attaqué les avions civils d'ailleurs, pourquoi pas. Air France, Lufthansa, etc. On protège. On l'a pas fait. On l'a pas fait parce que on n'est pas capable de le faire, parce qu'on n'est pas persuadé que c'est important. Donc, les morts qui vont mourir, c'est comme dans Macbeth. Hein. Alors ça veut dire qu'il y a eu un échec en fait de la diplomatie, incontestablement puisqu'il y a la guerre, mais l'échec en fait de la diplomatie, on n'est pas allé assez loin, alors peut-être en discutant, en essayant de tordre le bras, si on peut tordre le bras à un judoka comme Vladimir Poutine. C'est compliqué, je dirais pas que c'est un échec de la diplomatie. Je pense que les diplomates ont essayé de tout faire ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils savaient faire. Un diplomate sait faire des choses, il y a d'autres choses qu'il ne sait pas faire. Hein. Ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait faire. Je n'en suis pas sûr. Tout ce qu'ils pouvaient faire. Je n'en suis pas sûr, mais enfin on peut en parler si vous le voulez. Je pense que Emmanuel Macron a fait encore une fois tout ce qu'il pouvait faire. Et encore une fois la conversation. J'aurais voulu être une petite souris pour entendre l'échange entre Poutine et Macron hier, parce que je pense que ça a dû être... Cette nuit, là, oui. Je pense que ça a dû être assez viril, comme on dit sur le terrain de rugby. Voilà. Mais voilà, après la véritable question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les hypothèses d'anticipation pour éviter qu'il thème de notre chance la Troisième Guerre mondiale. C'est ce qu'on va voir effectivement pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Il y a des auditeurs qui veulent apporter leur réflexion ou vous poser des questions, hein, Cécile. Oui, Pascal qui nous appelle d'Antony. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour à tous les commentateurs sur le plateau. Bonjour André. Oui. Donc, moi, pour répondre à cette question, en prenant de la hauteur au niveau géostratégique, de toute façon, on a un bloc occidental sous parapluie OTAN, et on a de l'autre côté les Russes qui ont récupéré, je dirais, depuis la chute du mur, depuis le fait que, ils sont passés de l'URSS à la Russie. Ils ont une période de décadence et puis ils ont récupéré des forces. Les Américains se trouvent toujours un ennemi et malheureusement, ils sont à petit côté derrière. Alors, c'est les Européens qui viennent en diplomatie, on l'a vu avec Macron, mais à dire vrai, je pense que c'est une guerre qui concerne plus les États-Unis. Ils se revoient un ennemi comme au temps de la guerre froide. Nous, on est au milieu, mais on risque pas grand-chose à dire vrai, parce qu'avec la crise Covid, selon moi, les pays occidentaux ont été quand même très affaiblis économiquement. Les Russes ont en plus un avantage actuellement comparatif avec leur truc ultrasonique là, au niveau de la dissuasion nucléaire. Donc de toute façon, il n'y a personne qui va bouger. Ça va être des rodomontades et c'est ce qui se passe actuellement. Donc voilà. Plus que rodomontade, puisqu'il y a quand même aussi l'intervention en fait de Poutine. Donc oui, vous dites rodomontade face à ce que fait de notre côté, Exactement. Ça va être un grand cirque, un grand théâtre. Comme disait Shakespeare, ce monde est un grand théâtre, on est en plein dedans, c'est un théâtre. Il y aura effectivement des morts. Alors en Ukraine, il y a des choses à dire parce que quand même, Poutine a dit il y a des néo-nazis, et effectivement, moi j'ai vu des vidéos sur la division Haïdar et Azov, et d'ailleurs, il faudrait que vous fassiez un point historique là, à Sud Radio là-dessus, parce que c'est un héritage direct de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Oui. Marie Calter peut peut-être... Alors, restez avec nous, Pascal. Marie Calter, oui, effectivement, ou Alexandre Jevakov, quand Poutine dit, en fait, je veux dénazifier, en fait, aussi l'Ukraine. Et ça concerne, en fait, un micro-parti, hein, c'est ça? Oui, il y a un micro-parti qui manifeste. Ouais. C'est vrai que si on lit le livre de Père Desbois, la Shoah par balle, c'est en Ukraine qu'on a tué 1 million de Juifs par balle. On n'avait pas besoin des nazis. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut occuper l'Ukraine. Ouais. Ça veut dire que si on devait occuper tous les pays qui respectaient pas la vie humaine, et surtout qui étaient racistes ou antisémites, on passerait notre temps à des discussions comme celle d'aujourd'hui. Oui. Non, je pense qu'il y a aujourd'hui, à mon avis, chose simple. Hein, au lieu de téléphoner à Poutine, lui donner des leçons de morale, on n'est plus là. Hein, on n'est pas dans une école. Nous, on a... mais qu'est-ce qu'on peut faire? On parle au nom de Voltaire, de Rousseau, et vous n'êtes rien. Bon, simple. Hein, contre la garantie que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, Monsieur Poutine, êtes-vous prêt de faire retourner à la maison votre armée? C'est simple.
Hein. Vous vouliez ça, on vous donne ça. Ah oui, mais on vous donne quoi alors, Alexandre Jevakov? Parce non, que mais ce que vient de dire M. Alter, c'est effectivement des éléments de diplomatie. Effectivement, c'est de dire qu'il y a plusieurs semaines, Moscou a effectivement expliqué quelles étaient les lignes rouges, parmi lesquelles il y a effectivement l'interdiction, entre guillemets, que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, alors même que dans la constitution ukrainienne, il y a ce projet. Donc effectivement, on sait que pour le moment, les Américains ou l'OTAN plus généralement ont répondu niet, si par les Russes. Non. Et en fait, Moscou s'est effectivement offusqué sur le fond, dans la forme de ce rejet. Et est-ce qu'aujourd'hui, Moscou est encore sur ce point-là? Je n'en sais rien. Mais comme vient de le dire, parce qu'on avait cru comprendre que cette proposition avait été plus ou moins formulée lors des derniers échanges, quoi. Oui, enfin, j'entends bien, mais il faut, encore une fois, il faudrait être dans le vif du sujet. Il faudrait qu'on ait véritablement des oui, parce que on parle de beaucoup de choses. Poutine se souvient probablement aussi des promesses qui avaient été faites par les Américains après la chute du mur. On avait dit non, les pays, en fait, les anciens pays du bloc soviétique ne rejoindront pas l'OTAN, et c'est ce qui s'est 1997. Voilà, et c'est ce qui s'est produit. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vos questions, Alexandre Jevakov, Marek Alter sont avec nous, et vous évidemment, bien au téléphone. Hein. Édition spéciale, le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et pour parler de cette invasion de l'Ukraine par la Russie, deux spécialistes ce matin, Alexandre Jevakov est avec nous, ancien conseiller ministériel et membre de l'Union de la noblesse russe, et aussi ce livre De Gaulle, la Russie, aux éditions Perrin à acheter en ce moment, et Marek Alter en ce moment, tout de suite avec nous aussi, l'écrivain d'origine polonaise. Vos appels 0826 300 300, et c'est un autre Pascal qui est avec nous. Cette fois-ci, c'est un garçon de Lot-et-Garonne. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour à toute votre équipe. Ça me fait plaisir parce que avant moi, il y avait une femme Pascaloï. Où j'ai vécu. C'est pas mal ça. Voilà. Donc moi je suis très en colère d'entendre depuis que malheureusement les Russes sont partis sur l'Ukraine. Quand j'entends des députés français, il va falloir armer. Quand j'entendais ce monsieur tout à l'heure qui a quitté l'Ukraine, je suis d'accord. Mais armer pour faire la paix? Non, c'est pas ça. Dans ces cas-là, on n'arme pas quelqu'un pour faire la paix. Parce que ça veut. Moi, je suis un ancien des commandos fusils marins. Donnez-moi un fusil, dites. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce fusil s'il y a un ennemi? Je vais me défendre, bien sûr. Que si on n'arme pas, il suffit simplement savoir comment ça se passe. On sait très bien qu'on peut rien contre les Russes. Tout le monde le sait. Diplomatiquement, c'est pareil. C'est pas de maintenant. Et puis, qu'est-ce que viennent faire les États-Unis? 7000 soldats en Allemagne, 1700 qui ont été déposés sans que personne n'en parle du côté de la Pologne. Qu'est-ce que viennent faire les États-Unis? Il y en a ras-le-bol de ces gens-là. Franchement, il y en a ras-le-bol. Il faut que l'Europe se prépare maintenant à avoir sa propre armée, qu'on puisse se défendre. On n'a pas besoin des gens qui font 8000 km pour venir chez nous. On sait ce qui s'est passé en 39-40. Moi, mes parents ont vécu 39-45. Mon père était prisonnier de guerre et a été libéré par les Russes, pas par les Américains. Et qu'en plus, les Américains sont venus pour soi-disant libérer la France, 80% de certains villages ont été détruits. On n'a pas besoin de ces gens-là. C'est des vates en guerre. Maintenant, on a des députés français qui se permettent de dire il faut armer l'Ukraine. Mais alors, allons en guerre dans ce cas-là. Mais là, c'est pas la même. Là, c'est de la guerre nucléaire qu'on va se prendre. Alors arrêtons, quoi. Il faut être raisonnable. Qui c'est qui a défendu le Donbass pendant 8 ans? Personne. Personne n'a défendu le Donbass. Et il y a eu des morts. Pascal, non mais je comprends votre colère effectivement face à ça. C'est vrai qu'on a laissé un petit peu faire. On a été, ça a été une diplomatie molle peut-être aussi pendant toutes ces années, Alexandre Jevakov. Non, mais il est évident. Je crois que ce que vient de dire votre auditeur, Pascal, oui, ancien des commandos fusiliers marins, donc. Un expérimenté. Voilà. Donc effectivement, les choses auraient pu être faites différemment entre 2014 et aujourd'hui. On l'a rappelé, les accords de Minsk n'ont pas été mis en œuvre, y compris la deuxième formule, le format de Normandie n'a pas fonctionné. Voilà, donc ça on le sait. Et donc effectivement, on n'a pas obligatoirement rendu la copie qu'on aurait pu et dû rendre. Donc effectivement, après, quand les choses sont pas faites, ça traîne, ça suscite des réactions de mauvais sens, soit à Moscou, soit aux États-Unis. Effectivement, les États-Unis jouent un rôle qui est pour le moins ambigu.
Voilà, pour le moment ambigu. Et je reste. Pour le moment ambigu, c'est-à-dire parce que. C'est-à-dire que, je veux dire, quand M. Biden dit il faut faire, mais de toute façon, nous, on n'interviendra pas. Quand il envoie comme ça vient d'être rappelé, des troupes sur les territoires, autant entre guillemets Allemagne et Pologne. 8000 soldats, 8000 voilà. Ouais. Donc il joue un rôle qui tactiquement dire à Moscou et à Poutine, de toute façon, nous, on n'interviendra pas. Ça veut dire, qui est susceptible d'intervenir? Ce sont les Européens. Je veux dire, il n'y a aucune raison que les Européens fassent le boulot des Américains. Et bon, donc tout ça, et c'est pour ça que je dis que tout ça a été ambigu. Ouais, Marie Calter, vous voulez lancer en fait un appel parce que vous avez une influence, vous avez une notoriété en fait internationale. Vous avez rencontré différents chefs d'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire en fait ce matin et lancer comme appel? Bon, on a laissé passer un train, mais les trains continuent. Les rails ne sont pas encore détruits. Ouais. Moi, je pense qu'il faut oublier les décisions de Bruxelles, les décisions de Strasbourg, etc. Dire voilà, demain, on invite ou on s'invite à Moscou. S'invite à Moscou, pourquoi pas, hein? Il y a tout le monde, tous les présidents ont leurs avions. On s'invite à Moscou. On vient vous voir, M. Vladimir Vladimirovitch. Vous avez posé une condition qui est à prendre en considération. Hein? Il n'y a pas de raison. On a oublié. 62, quand les Soviétiques ont mis une base militaire, les fusées à Cuba, qu'est-ce qui a fait Kennedy, les gentils Kennedy? Il a fait ce qu'il fait pour Poutine aujourd'hui. C'est-à-dire, il était prêt de le faire, parce que Khrouchtchev a enlevé les bases. Bon, il a dit, il y aura troisième guerre mondiale. Il faut relire son discours, qui était magnifique. Poutine ne sait pas parler, c'est pas la même chose. C'est pas la même culture. Alors, mais Poutine, il serait prêt à vous recevoir, parce qu'il a déjà reçu le chancelier allemand, il a reçu Emmanuel Macron, il s'était vu en terrain neutre à Genève avec Joe Biden, donc ils se sont vus, quoi. Donc, oui, mais c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'il faudrait expliquer. J'ai un copain, c'est son porte-parole, qui s'appelle Dimitri Peskov. J'étais témoin à son mariage. C'est un type formidable et il comprendra très bien. Cette fois-ci, on ne vient pas de faire de la philosophie. Des gens meurent. Bon. Et vous allez répondre devant l'histoire. On a une proposition précise. Et on a 1 heure pour la régler. Mais la solution précise, c'est laquelle? C'est de lui laisser on signe un accord comme quoi vous retirez vos forces de l'Ukraine et l'Ukraine ne rentrera jamais dans un pacte hostile à la Russie. Bon, mais est-ce qu'il faudrait faire aussi quelques concessions? Je pense par exemple aux territoires pro-russes du Donbass, par exemple, qui sont tournés plus vers la Russie, alors que l'autre partie de l'Ukraine est tournée vers l'Europe. Il y a un exemple. 1955, on a oublié. Il y avait la Saarbrück, le territoire de Saarbrück, que la France a récupéré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la population, elle était germanophone. Elle voulait être rattachée à l'Allemagne. Qu'est-ce qui fait Pierre Mendès France? Et c'est là aussi la différence des cultures. Il organise un référendum, la population dit « nous voulons être allemands » et c'est à l'Allemagne aujourd'hui. Ce qu'aurait pu faire Poutine avec Donbass, ce sont des Russes. Ils veulent appartenir à la Russie. Ça fait partie des options, Alexandre Jevakov. Ce que je viens d'entendre, effectivement, c'est merveilleux si ça se passe comme ça. Mais bon, malheureusement, je suis peut-être moins optimiste que Marie Calter. Mais je crains qu'aujourd'hui, les cartes sont un peu pipées. Je pense que l'objectif très clair de Poutine, c'est de mettre la main sur l'Ukraine d'une manière ou d'une autre et sur Kiev. Ou sur d'autres pays de l'ancien bloc soviétique? Je ne suis pas sûr, parce que là, il y a quand même l'Ukraine et Kiev ont une différence, mais vous avez raison. Il a rappelé dans l'histoire que l'Ukraine appartenait en fait à la Grande Russie. Comme vous le rappeliez à juste titre il y a 48 heures, je n'ai pas été très très bon, donc je suis prêt à admettre aujourd'hui que je pourrais effectivement, demain ou après-demain, reconnaître mon erreur. Mais il me semble quand même que l'Ukraine et Kiev ont, dans l'esprit de Poutine et l'esprit russe, une spécificité. En revanche, je regardais hier la télévision russe et j'ai été frappé à la fois par le fait qu'il y a une partie d'une certaine jeunesse, au moins à Moscou, qui a manifesté, avec une partie de l'intelligentsia qui ont manifesté, et sur une émission quotidienne que Marie Calter connaît peut-être, qui est pilotée par un journaliste qui est d'ailleurs sur la liste des interdits, Mr. Leviev,
qui est quelque chose de tout sauf journalistique au sens français du terme. Il y avait des intervenants qui disaient que c'est scandaleux que ces prétendus intellectuels intervenaient contre leur patrie et qu'il fallait effectivement les traiter comme il le fallait. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est là sur deux positions. Tout ça pour dire que, à mon avis, un point sur lequel il faut beaucoup insister, c'est essayer de vérifier quelle est l'adhésion de la population russe au projet de Poutine. Merci en tout cas Alexandre Jevakov, La guerre civile russe et De Gaulle et la Russie aux éditions Perrin. Marek Alter aussi, merci Marek Alter, on va relayer votre appel quand même. Et puis Un monde sans prophète, c'est votre dernier livre. On va poursuivre évidemment dans un instant avec, merci en tout cas de nous avoir suivis sur notre édition spéciale depuis ce matin. On va poursuivre dans les grands débats aussi tout à l'heure avec Valérie Expert après sa partie média. André Berkoff y reviendra ce midi aussi avec un géopolitologue qu'on connaît bien, Alexandre Delval, qui sera invité d'André Berkoff. Ce week-end aussi, beaucoup de rendez-vous autour de Jean-Marie Bordry. Guillaume Bigot, dans Politique sous influence, reviendra aussi sur les cyberattaques aussi, parce que ça, c'est particulièrement en fait important. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'interrogations autour de ça. Ce sera demain entre 11h et midi, puis dimanche du rugby aussi, bien sûr, je vais en parler dans un instant, mais entre 11h et midi dimanche, Hubert Védrine, l'ancien ministre en fait aussi de la diplomatie française, qui a écrit en fait un livre remarquable sur sa vision du monde, sera l'invité d'Alexandre Del Vecchio. Et puis entre ça, évidemment, bien sûr, il y aura toujours le rugby. Les passes décisives. Demain à 15h avec François Trio, Daniel Herrero et toute la bande. Ciao, ciao, on vous embrasse. Lundi matin, salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.